Bonjour à toutes et à tous, on est ravis aujourd'hui de vous retrouver et on est d'autant plus ravis qu'on reçoit un spécialiste des questions historiques, écologiques, alimentaires, agricoles, j'en passe et des meilleurs, Alessandro Stanziani. Et pourquoi on le reçoit? Parce qu'il vient de publier aux éditions La Découverte au mois de septembre 2024 un livre qui s'intitule Les guerres du blé, une éco-histoire écologique et géopolitique. Monsieur Stanziani, bonjour. Bonjour. Alors on a une tradition à la Société de Géographie avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter? Alors, Alessandro Stanziani, napolitain, même pas italien. Je suis à l'origine un spécialiste de la Russie. J'ai passé mes premières 15-20 ans de recherche entre la France et la Russie. Après, j'ai bifurqué vers l'Europe d'abord, vers l'océan Indien ensuite. Et je suis actuellement directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'EHESS. Alors si aujourd'hui on a la chance et l'honneur de vous recevoir, c'est parce que comme je le disais en introduction, vous venez de publier un nouvel ouvrage, Les guerres du blé, une éco-histoire écologique et géopolitique, qui fait suite à plusieurs autres ouvrages sur les questions de géopolitique, d'agriculture, etc. Alors ma première question c'est, quelle est la genèse, quelle est l'histoire de cet ouvrage ? Alors, la première idée était de préciser mieux certains aspects déjà évoqués dans Capital Terre, l'ouvrage précédent, dans lequel l'ambition était plutôt celle de faire dialoguer inégalité et environnement, du point de vue de l'espace, du temps, et en prenant comme exemple l'énergie, le travail, les semences, les différentes phases du capitalisme. Ensuite, j'avais décidé de resserrer pour une raison très simple. Il y avait une conjoncture intellectuelle, économique et politique autour des céréales. Et la conjoncture était la suivante. Bien entendu, c'était la guerre en Ukraine. Et la guerre en Ukraine me interrogeait de plusieurs points de vue. Primo, parce que justement, je viens de l'histoire russe. Et je savais pertinemment que les ambitions russes sur l'Ukraine datent au moins du XVIIIe siècle. Et en même temps, je constatais que l'intérêt de la Russie envers l'Ukraine n'était pas juste une question géopolitique, c'est-à-dire l'accès à la Méditerranée via la mer Noire, ça remonte au XVIIIe. Ce n'était pas exclusivement une question de sources d'énergie, le gaz et le pétrole, même si les deux combinés assurent à peu près 60% des exportations russes, c'était quelque chose qui tournait autour du blé. Et pourquoi ça tournait autour du blé? Parce que la Russie, avec l'Ukraine et le Kazakhstan, ensemble, elle donne à peu près 30% des exportations mondiales, mais avec une concentration géopolitique absolument importante, du point de vue stratégique, économique et politique, c'est-à-dire les exportations sont à la direction de la Méditerranée, les pays du Maghreb, le Proche-Orient, mais aussi une partie des pays de l'Afrique subsaharienne et enfin une partie de l'Asie et de l'Asie du Sud et du Sud-Est. Du coup, en mettant ensemble ces éléments, l'impression était que du point de vue des stratégies de Poutine à l'échelle internationale, le blé jouait un rôle autrement plus important que les matières premières et les sources d'énergie. Ça, c'était une première réflexion. La deuxième était liée à mes intérêts pour les marchés et les spéculations. Après tout, depuis le début du millénaire, et notamment avec la crise 2008-2011, la crise de la vie chère, les spéculations sur les denrées alimentaires, c'était une crise assez importante, relativement nouvelle, en phase d'expansion de la production mondiale. D'un coup, on se retrouve avec une hausse importante des prix, avec des protestations qui, par exemple, mènent au printemps arabe, qui, malgré ses origines également politico-démographiques et démocratiques, étaient après tout liées à la hausse des prix des céréales. On avait des émeutes en Amérique latine et du coup, la question pour moi était de savoir comment expliquer cette relation entre une hausse de la production et cette pénurie de céréales sur la planète. Et c'est là où j'ai commencé à faire un lien inattendu avec la Russie, encore une fois, c'est-à-dire les spéculations mondiales à l'échelle des céréales qui se sont énormément développées. On pourra éventuellement revenir après, à partir de la fin des années 80, 90, elles ont augmenté depuis. Quelque part, ces spéculations internationales profitent également à la Russie qui intervient
sur ces marchés, notamment au sein des bourses de commerce, et ils tirent des profits assez conséquents. Et du coup, je reliais les anciennes ambitions impérialistes russes au marché et aux spéculations mondiales. D'où mon interrogation, à partir de quand ce lien entre guerre, marché et spéculation s'est-il constitué, pour quelles raisons et de quelle manière? Vous avez beaucoup parlé de la situation actuelle, mais vous montrez, vous êtes historien, donc vous prenez un pas de côté, vous regardez l'histoire, et vous montrez que depuis l'Antiquité, mais plus encore depuis le XVIIe siècle, le blé est vraiment beaucoup plus qu'une denrée alimentaire neutre, et qu'elle participe à la fois à l'organisation politique, militaire, sociale, culturelle, économique, etc. des sociétés. Pourquoi le blé est si important ? Alors, la chronologie d'abord et le blé ensuite, parce que les deux sont liés. Plusieurs analyses récentes mettent l'accent sur le blé et l'agriculture à partir du néolithique. C'est très répandu, on a eu énormément d'ouvrages de succès, je pense à Jared Diamond d'abord, Sapiens ensuite, presque tout le monde a lu ces ouvrages, et il y a quelque chose qui me gêne dans cette perspective du néolithique. C'est d'abord l'approche que Bloch ou Febvre, le fondateur des Annales, aurait critiquée comme idole des origines, c'est-à-dire il faut partir des origines pour expliquer un phénomène, et pour eux, ça c'était de l'histoire descriptive plutôt qu'une histoire problème, et je partage tout à fait cette approche. Ensuite, les néolithiques me gênent non pas parce qu'on a recours à la science, je le fais également, je collabore avec des scientifiques, c'est plutôt qu'on a l'impression par cette approche que tout est dit à partir de la soi-disant invention de l'agriculture. Déjà, on n'a pas une invention au néolithique, mais on a une coexistence, on le sait désormais, de agriculteurs et chasseurs-cueilleurs sur des millénaires et pratiquement jusqu'à nos jours. Donc déjà, on n'a pas cette transition. Deuxième, on a plusieurs foyers d'origine du blé cultivé. Ce n'est pas juste le Proche-Orient, l'origine de la civilisation. On a des foyers en Afrique et en Asie. Et je vais y revenir. Et troisième, ce n'est pas vrai que parce que le Proche-Orient avait certains avantages environnementaux, que l'Occident était nécessairement destiné à dominer la planète et surtout à la dominer de la manière dont on l'a fait. C'est-à-dire cette perspective du néolithique ignore les bifurcations historiques, les choix qui ont été faits et par là même réduit les choix possibles de nos jours pour l'avenir. Je crois encore que des choix sont possibles, des bifurcations historiques sont possibles, mais il faut justement montrer que déjà dans le passé, il n'y a pas de déterminisme historique, mais il y a des bifurcations. Et alors du coup, je me suis concentré sur une période qui commence à peu près au milieu du XVIIe. Pour quelle raison? J'ai commencé avec le blé et le XVIIe, parce que le XVIIe, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est la mise en place des grands pouvoirs territoriaux. Ce n'est pas juste la monarchie française, des États existaient déjà auparavant, mais au XVIIe, quelque chose se passe. La plupart des pouvoirs territoriaux en Asie, comme en Afrique, établissent une forme de souveraineté régalienne qui consiste avant tout à avoir une fiscalité et une armée stable. Or, pour avoir une armée stable, il faut enlever des paysans, forcément des campagnes, et il faut en même temps approvisionner les villes et l'armée. C'est-à-dire au moment où on enlève des paysans, il faut produire davantage de blé ou d'autres céréales, fondamentaux pour avoir la paix sociale, mais également pour mener à bien une guerre. Et le blé devient du coup, ou le riz en Asie, deviennent la denrée centrale pour l'équilibre social et politique. Sans les céréales, on ne pourrait pas avoir d'État moderne, parce qu'on n'aurait ni de recrutement et d'armée stable, ni d'approvisionnement de villes, ni de paix sociale. Du coup, l'intérêt était de montrer de quelle manière certaines puissances se sont appropriées de cet enjeu. Et là, je compare la Chine, la Russie, l'Angleterre et la France. Alors, les Chinois adoptent une solution relativement simple. Pour avoir du blé et procéder dans leur expansion, ils occupent les terres des Mongols, nomades présumés, mais on sait désormais qu'ils étaient tous sauf des nomades, c'était des véritables empires. Après Gengis Khan, Tamerlan et les autres, les Khanats d'Asie centrale, sont des véritables puissances. L'intérêt de la Chine est d'occuper les steppes d'Asie centrale pour faire quoi? Pour cultiver du maïs et du riz et du millet, pour approvisionner les troupes et les villes.
Et ils ont aussi une idée brillantissime. Au lieu de piller les populations locales ou de les forcer à produire des céréales pour eux, ils établissent des soldats, paysans, colons chinois qui occupent les steppes et qui produisent des céréales avant tout pour l'armée, donc l'armée qui s'auto-nourrit, et pour les villes. Les Russes adoptent une stratégie semblable. Ils s'en prennent à des soi-disant nomades, encore une fois d'Asie centrale, qu'ils pillent, qu'ils exterminent, occupent les terres pour produire du blé. À la différence des Chinois, il y a non seulement du côté russe une production pour l'armée, par l'armée elle-même, mais il y a aussi autre chose. Les Russes ont beaucoup moins confiance que les Chinois dans les marchés pour compléter cette opération d'approvisionnement. Les Chinois, quelque part, ils ont recours à l'autoproduction pour l'armée et à des marchés pour les villes. Les Russes n'ont pas confiance et il y a une centralisation du marché du blé de la part de l'État. Côté occidental, également important. L'Angleterre, contrairement à ce qu'on raconte, n'est pas le pays du libéralisme. Au contraire, en Angleterre, on contrôle strictement les marchés et les marchés du blé en particulier. Pour une raison très simple, c'est fondamental pour approvisionner les villes, encore une fois, pour approvisionner la Navy, puis je vais y revenir. Et du coup, les Anglais contrôlent les prix et l'accès au marché des céréales. Côté français, c'est une stratégie semblable, mais avec des résultats différents. Pourquoi ? Déjà, on pense que l'agriculture française, au XVIIe, XVIIIe, les anciennes thèses soulignaient ses faiblesses, d'où la Révolution. En réalité, on sait pertinemment bien que l'agriculture française se porte très bien au XVIIe et au XVIIIe, mais on sait que malgré les progrès techniques, il y a déjà des spéculations sur les céréales. Un historien important des années 60, Jean Meuvray, qui avait écrit 2 volumes sur les subsistances à l'époque de Louis XIV, avait déjà souligné un phénomène à première vue paradoxal. Il dit on ne voit jamais autant de blé sur les routes de France qu'en période de 17. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. En réalité, désormais, en histoire, on accepte même pour l'époque moderne la thèse du prix Nobel Amartya Sen, suivant lequel il faut distinguer disette et famine. C'est-à-dire une mauvaise récolte ne conduit pas forcément à la pénurie généralisée si les spéculateurs et le marché ne se mêlent pas. Et c'est ça l'argument. Donc, mauvaise récolte, tout de suite les spéculations. En France comme ailleurs, on met en place des contre-mesures. On a des réserves céréalières en cas de mauvaise récolte. Mais il y a quelque chose qui affaiblit la France, ce n'est pas les mauvaises récoltes occasionnelles, ce sont les faiblesses des finances françaises. L'État est endetté et au moment où, en 87, 8, 9, on a des mauvaises récoltes, il faut comme d'habitude avoir recours à des réserves ou bien importer du blé. Le problème est que l'État est endetté. Mais la vraie crise, ce n'est pas lié juste à l'endettement de l'État, c'est lié à la présence de spéculations internationales sur les marchés financiers dont la monarchie fait l'objet. Donc la véritable source, désormais, on le sait, dès la Révolution française, ce n'est pas l'agriculture française en soi, ce sont les spéculations financières internationales. Et du coup, on retrouve cette tension entre blé, État et conflit. Alors dans votre ouvrage, vous insistez aussi sur la manière dont le blé peut se transformer et peut-être structurellement une arme économique, une arme militaire aussi, on l'a vu pendant la guerre en Ukraine, on l'a vu aussi pendant la guerre en Syrie, notamment en 2015. Concrètement, quelle forme prend cette arme céréalière, si je puis dire ? Alors, elle prend des formes différentes suivant les siècles. Au XVIIIe, c'était une manière d'approvisionner l'armée et les villes. Donc, le blé était l'armée pour mener des batailles. Au XIXe, c'est différent. On a relativement moins de guerres par rapport au XVIIIe et par rapport, on va le voir, au XXe, évidemment. Mais on a autre chose. On a besoin de blé pour nourrir des populations urbaines grandissantes. Et alors là, je produis un tableau, disons, assez différent par rapport à celui qu'on connaît. Déjà, on n'a pas tellement de machines au 19e, contrairement à ce que Smith, Marx, les libéraux, les socialistes montrent. On a beaucoup de travail. On a une intensification du travail, sans doute dans l'agriculture, en Occident, mais également dans la plupart des industries. Les machines, ce sont la deuxième révolution industrielle, c'est la fin du 19e et c'est avant tout le 20e siècle.
Du coup, si on intensifie le travail, on a besoin d'avoir du fuel pour le travail. Et le fuel du travail, ce sont les carbohydrates, ce sont les céréales. D'où l'intérêt des principales puissances pour avoir accès à davantage de céréales. Et là, des deux côtés de l'Eurasie, on a le même mouvement. Les Russes s'emparent de l'Ukraine, ils contrôlent déjà les steppes et ils mettent à culture ces régions avec des céréales qu'ils exportent vers l'Occident. L'Angleterre, de son côté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle traverse l'Atlantique. On a énormément de films, d'ouvrages. Auparavant, c'était les méchants indiens contre les soldats américains. Ensuite, le political correct a renversé l'image et donc on a les méchants soldats. Mais la question est, mais pourquoi on a besoin de massacrer tous les Amérindiens? Qu'est-ce qu'ils font, les Anglais, ensuite les Américains, sur le continent américain? Ils cultivent du maïs et du blé. Ce sont des céréales. Ces céréales qui sont destinées en partie à l'élevage, mais surtout aux consommateurs urbains, non seulement du côté américain, mais surtout du côté anglais. Les Anglais se mettent à cultiver non seulement les grandes plaines américaines, mais ils font la même chose dans leurs colonies au Canada et en Australie. Partout, les soi-disant sauvages nomades qui n'en sont pas un sont exterminés. À leur place, on fait pousser du blé. Donc c'est une guerre d'extermination qui, elle, soutient la croissance économique des puissances européennes, l'Angleterre en particulier. Et par la suite, une fois que les Anglais et les puissances ont compris ce rôle militaire et géopolitique du blé, il va jouer, le blé et les autres céréales également, un rôle absolument crucial pendant la Première Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que les Anglais comprennent tout de suite qu'il ne faut pas vider les campagnes et qu'il faut avant tout s'approvisionner en céréales pour pouvoir mener une guerre à l'échelle mondiale. Et ils pensent par là même que affamer l'ennemi est la bonne stratégie. Donc, comme disent les Anglais, le nerf de la guerre, c'est le blé. Les adversaires ne comprennent pas ça. La première chose qu'ils font est d'envoyer, comme toujours, les paysans en guerre et de garder l'industrie, parce que pour eux, c'est l'industrie qui fera gagner la guerre. Les Italiens, les Autrichiens, les Allemands, en partie les Français, pensent de la même manière. Mais c'est là un problème sérieux parce qu'au fil du temps, on n'arrive plus à approvisionner ni les villes, ni l'armée. Et du coup, l'écart avec les Anglais se creuse précisément parce qu'eux, ils avaient insisté au contraire sur la production de blé. Et enfin, cette stratégie d'affamer l'ennemi s'impose pendant la Première Guerre mondiale et elle inspire les mondes communistes du XXe siècle qui, eux, décident d'utiliser cette même stratégie pour plier leurs ennemis à l'intérieur. Qui sont leurs ennemis? Ce sont avant tout les paysans qui ne veulent pas rentrer dans les fermes collectives. C'est d'abord à l'époque de la guerre civile, et puis en 1921-22, une famine importante dans le Volga, dans la région de la Volga en Union soviétique, et finalement, c'est l'Holodomor, donc c'est affamer les paysans ukrainiens qui sont paysans contre les entreprises collectives et contre l'occupation soviétique, quelque part, il y a un nationalisme ukrainien déjà important. La solution qui est trouvée est on les prive d'alimentation. Il y a 5-6 millions de morts suivant les estimations, et c'est comme ça que les soviétiques s'imposent vis-à-vis des Ukrainiens. Mao fait la même chose lors de la révolution culturelle. Il n'arrive pas à plier les paysans qui résistent aux formes du communisme et à la révolution culturelle. Du coup, famine provoquée, 50 millions de morts, encore une fois. Donc, encore une fois, l'arme du blé est fondamentale pour les régimes socialistes, communistes au milieu du XXe siècle, mais également pour les régimes libéraux, pour plier les ennemis lors des guerres mondiales, mais également on a des situations de résistance dans les colonies des pays occidentaux, fin 19e, entre les deux guerres. Là aussi, il y a une stratégie délibérée de les priver des céréales afin d'arrêter toute forme de résistance. Alors, là, finalement, c'est l'un des grands enseignements que j'ai eu en lisant votre ouvrage, c'est que je me disais, bon, la dimension géopolitique du blé et des céréales en règle générale, elle est liée à leur manque ou à le contrôle de leur manque et de leur approvisionnement. Mais vous montrez dans la deuxième partie de votre ouvrage que malgré l'industrialisation de la production, malgré la modernisation des techniques agricoles, malgré l'innovation dont on se goberge aujourd'hui,
le blé, ça reste toujours un outil, une arme géopolitique particulièrement importante, quand bien même dans beaucoup de régions du monde, il n'y a pas véritablement de rupture. Alors, comment on explique cette situation entre guillemets paradoxale, mais qui j'imagine ne doit pas l'être tant que ça? Non, c'est exactement un des arguments centraux de mon ouvrage. On accuse d'abord la hausse de la population, ça c'est depuis Malthus, au 19e jusqu'à nos jours. Au 19e, c'était les pauvres qui faisaient trop d'enfants. Maintenant, ce sont trop de Chinois, trop d'Africains, trop d'Indiens. Et du coup, s'il y a pénurie, c'est parce qu'il y a trop de gens sur Terre. Or, si nous allons regarder les données, ça ne colle pas. Pourquoi ça ne colle pas? Parce que la population mondiale, depuis 1750, a augmenté d'à peu près 14 fois. C'est énorme. Mais si on va regarder le PIB agricole réel, il a augmenté de 400 fois, avec le PIB par tête réel qui a augmenté de 28 fois. Donc, on a énormément de production réelle agricole par tête et on ne devrait pas avoir des pénuries. Mais alors, du coup, pourquoi on a des pénuries? Ce n'est pas une question de population, ce n'est pas une question de production, c'est une question de distribution. Primo, on a à peu près aujourd'hui 30% de la production agricole mondiale qui est perdue. Soit elle est détruite volontairement pour empêcher que les prix baissent, soit on a du gaspillage. Le gaspillage a lieu en aval de la chaîne alimentaire chez nous et il a lieu en amont dans les pays dits en voie de développement, donc on perd énormément de production. Le 10% de ce 30% perdu suffirait largement à combler tous les manques et de nourrir la population mondiale sans plus avoir faim dans le monde. Du coup, le problème est pourquoi, malgré cet excès de production, on a encore des pénuries. Et ma réponse est, ce sont des pénuries qui sont liées aux spéculations sur les marchés. Et les spéculations, malgré tout, ont augmenté au fil du temps. J'ai déjà dit que ça existait des spéculations marchandes déjà au XVIIe. Désormais, il y a énormément d'historiens spécialisés sur le Moyen-Âge qui montrent l'importance des spéculations en Europe dès le XIIe siècle. En tout cas, les spéculations sont là, on spécule sur les céréales, mais on a des contre-mesures, c'est-à-dire des réserves céréalières qui essaient de limiter les contre-coups des spéculations. Alors, pourquoi sous l'Ancien Régime on a ces réserves? Ce n'est pas pour avoir davantage d'égalité, c'est en réalité pour maintenir des hiérarchies souvent figées, les ordres d'Ancien Régime, mais dans un cadre qui soit légitime et socialement stable. Donc, il y a des inégalités, mais il ne faut pas exagérer non plus dans des inégalités sociales, autrement des émeutes risquent de casser cet équilibre. Or, au XIXe siècle, ces mesures sont petit à petit démantelées. On a de moins en moins de réserves parce qu'on se dit les marchés pourront compenser en cas de défaillance des récoltes. Or, il n'en est rien. Les marchés non seulement ne compensent pas, mais au contraire, ils jouent de la rareté pour déplacer ou ne pas déplacer des excédents granaires afin d'augmenter les profits. Et le coût d'œuvre, le coût de maître du 19e a lieu à peu près pendant les années 70-80, au moment où, pour la première fois, dans les pays européens, on démantèle les contraintes sur les bourses de commerce. Alors, les bourses de commerce existaient déjà, mais elles étaient sous le contrôle strict, justement pour les raisons que j'évoquais, afin d'éviter des spéculations sur les denrées dites de première nécessité. Or, pendant les années 80, les élites européennes décident justement que des formes de réglementation doivent être supprimées, le marché va tout régler et du coup, on laisse libre cours aux bourses de commerce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, qu'il est possible d'acheter et de vendre suivant une technique qui s'appelle des futures, qui consiste à faire quoi? À transformer une ancienne pratique qui consistait à acheter à l'avance les récoltes. Alors un marchand pouvait se rendre à l'automne chez le producteur et il achetait à l'avance la récolte du mois d'avril, du mois de mai ou du mois de juin. Et après, il y avait un risque qui pouvait être partagé de manière plus ou moins inégale entre les deux, entre le producteur et le marchand. Mais il y avait quand même une production à la fin, une production défaillante. Mais l'objectif était de vérifier si effectivement cette production était là. Or, à la fin du 19e, les futures changent la règle. Il est possible d'échanger ces promesses de vente, de les remettre en vente, de les faire circuler, ce qui était interdit jusque-là parce que ça révèle de la pure spéculation. Et on se désintéresse totalement
de la production réelle, c'est-à-dire qu'on produise ou pas à la fin, ce n'est pas là l'intérêt. L'intérêt consiste à spéculer sur ces papiers qu'on fait circuler et on peut avoir des profits très importants uniquement sur ces spéculations. Alors il y a des protestations un peu partout en Occident face à cette dérégulation des bourses de commerce. La Première Guerre mondiale arrive finalement à stopper ces dérives et on suspend les marchés, et encore plus ces marchés à terme. Ils sont partiellement réouverts en 1925, et là, après 2-3 ans, on focalise toujours sur Wall Street, mais en réalité, il y avait des spéculations qui concernaient les céréales, et là-haut, encore une fois, il n'y avait rien derrière les bouts de papier. C'était comme à Wall Street, mais en pire. Du coup, on referme les bourses de commerce partout, on les laisse fermer pendant la Seconde Guerre mondiale, on les laisse sous contrôle pendant les 30 glorieuses, parce qu'effectivement, on voulait éviter des spéculations. Et quand est-ce qu'on les ouvre définitivement? C'est à partir de l'époque néolibérale, ça commence à discuter depuis le début des années 80, et finalement, on élimine tout contrôle sur les bourses de commerce vers le milieu des années 80, partout en Occident. Et du coup, les résultats sont là. On commence à avoir des fluctuations majeures des prix des céréales malgré une hausse importante à l'échelle mondiale de la production. Si on regarde et on met l'un à côté de l'autre la hausse de la production mondiale et les fluctuations des prix des céréales, il n'y a aucune logique dans le système, sauf la spéculation. Et on arrive donc jusqu'au printemps arabe et jusqu'à nos jours avec cette dérégulation massive des bourses de commerce qui demeure telle. Alors, ma dernière question, elle va peut-être être un petit peu poil à gratter, mais vous décrivez des dynamiques structurelles sur le temps long. Est-ce que les nouveaux enjeux, les nouveaux défis environnementaux vont faire passer un nouveau stade sur cette dimension géopolitique du blé, ou finalement, allez, soyons un petit peu peut-être extrémistes, ils vont simplement redéfinir des dynamiques qui sont déjà présentes depuis, comme vous le montrez dans votre ouvrage, des siècles, voire même peut-être des millénaires. Alors, si rien ne change, la situation risque de devenir grave dans la mesure où on aurait, avec le réchauffement climatique, plus les spéculations, plus les réfugiés climatiques, là c'est vrai qu'on risque d'avoir une véritable guerre de blé du fait de la pénurie. Et ça, c'est inévitable de mon point de vue si on garde, encore une fois, les monopoles, les inégalités, voire des solutions techniques. Par exemple, le recours à des semences hybrides, aux OGM et à des fertilisants qui détruisent totalement les écosystèmes. Donc, si on continue avec cette solution-là, on va tout droit dans le mur, mais peut-être c'est un mur qui plaît beaucoup à une petite minorité de riches sur la planète. Mais on va tout droit dans le mur. Et encore une fois, ce n'est pas une question de population, c'est une question de choix techniques, agronomiques, avec des lobbies derrière qui poussent pour ces semences sous monopole, qui poussent pour les fertilisants chimiques et qui font finalement détruire la plupart des terres disponibles sur la planète. En revanche, je considère qu'il est largement possible de modifier cet état des choses. Mais pour le modifier, il faut adopter certaines mesures. Alors, la première, il faudrait à nouveau réguler fortement, voire arrêter les bourses de commerce. Elles n'apportent rien, c'est-à-dire elles ne permettent pas d'équilibrer l'offre et la demande. Au contraire, elles accentuent les inégalités dans la distribution. Après tout, même le capitalisme, même sans être radical et sans dire qu'il faut sortir du capitalisme, même le capitalisme a très bien fonctionné pendant des siècles et encore jusqu'aux années 80, donc un capitalisme très avancé, sans les bourses de commerce. C'est un phénomène tout à fait récent de déréguler totalement les bourses de commerce. Actuellement, aux bourses de commerce, seulement 2% des transactions concernent des céréales réelles. 98%, ce sont des produits virtuels qui n'existent pas et qui ne verront jamais le jour. Donc, première condition, il faut arrêter avec les bourses de commerce. Deuxième condition, c'est le brevet des plantes et des semences. Alors, depuis les années 30, on a mis en place un système de brevets qui n'existait pas jusqu'alors en matière de plantes et de semences. Alors, il est né parce qu'on a décidé, aux États-Unis en particulier, qu'au lieu de chercher des nouvelles variétés, comme on faisait jusqu'alors, avec des échanges entre producteurs, entre paysans, des nouvelles variétés de blé dans le monde, afin de réduire la baisse des rendements, on a pensé qu'on pouvait
transformer les semences en laboratoire et déposer un brevet, ce qui implique une hausse majeure de la productivité à court terme, une destruction des écosystèmes à moyen et à long terme, mais surtout, ça implique un monopole de la part du producteur. Et depuis, nous avons une concentration très très forte de sémenciers dans le monde. Désormais, ce ne sont pas seulement des sémenciers des pays du Nord, mais également dans certains pays du Sud, mais qui contrôlent l'ensemble de la production de semences et donc de céréales dans le monde. L'internationale campesine, donc des pays du Sud, c'est les paysans réunis dans une internationale. Eux, ils insistent depuis des décennies désormais sur l'abolition des brevets sur les semences et transformer plantes et semences en patrimoine de l'humanité. C'est-à-dire on n'a pas le droit de déposer des brevets. Bien entendu, il y aura toujours des agronomes, des généticiens et des lobbies qui associent progrès et brevets. Or, déjà, cette relation n'a jamais été véritablement prouvée dans le temps pour les brevets industriels, mais pour les semences, on sait pertinemment que les échanges de semences locales entre paysans adaptés aux conditions locales avec des variétés qui ne sont pas standardisées apportent à très court terme, sans doute, des rendements inférieurs aux OGM, par exemple. Mais à moyen et à long terme, il n'y a pas photo, les rendements ne chutent pas comme dans le cas des semences en laboratoire. Et surtout, c'est beaucoup plus égalitaire. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, en matière d'OGM, on dit on change le séquençage du génome et on aura une variété de blé qui résiste à la sécheresse. Donc, on peut régler le problème de faim dans le monde. Or, cet argument est compliqué. Pourquoi? Primo, parce qu'on ne sait pas encore si effectivement cette semence va régler les problèmes du blé face à la sécheresse. Mais surtout, la chose la plus importante, cet argument ne dit pas une chose, ne dit pas que finalement le brevet va rester dans les mains d'une entreprise multinationale et que les populations paysannes qu'on devrait sauver dans le monde n'y ont pas accès, sauf payer une fortune aux grandes multinationales. Du coup, on ne peut pas dire que ça va régler le problème de faim dans le monde, ça va juste maintenir des profits très élevés pour les sémenciers sans régler pour autant le problème de faim dans le monde. Donc, je soutiens fortement comme condition la proposition de l'internationale paysanne et je pense que même en Europe, des partis dits verts ou rouges ou socialistes feraient bien de s'approprier de ces deux propositions, c'est-à-dire les bourses de commerce, les spéculations sur les céréales qui nous touchent et les brevets sur les plantes. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, la question n'est pas celle d'une souveraineté, c'est plutôt une question de multi-échelle. Donc, je ne vois pas une opposition France contre Europe, France contre Amérique latine en matière de céréales. Au contraire, ça dépend quelle France et quelle Europe. Quel est l'objectif? Ce n'est pas une souveraineté pour qui, pourquoi, c'est plutôt tenir compte du fait que même l'agriculture française est extrêmement inégale. On ne peut pas associer le petit producteur et les grands producteurs liés aux commerçants. C'est que malheureusement la FNSEA fait constamment. Au contraire, on pourrait avoir une Europe et une France également beaucoup plus solidaire que celle que nous avons aujourd'hui. Donc le problème n'est pas l'échelle, mais ce sont les politiques qui sont mises en œuvre à chaque échelle, régionale, nationale et européenne et internationale. Alessandro Scianziani, donc je rappelle à nos spectateurs que vous êtes l'auteur du récent ouvrage « Les guerres du blé, une éco-histoire écologique et géopolitique » paru en 2024 à la Découverte. Merci beaucoup pour votre participation et pour ces réponses absolument passionnantes. Merci.